Bonjour à tous, nous voici enfin dans l'émission tant attendue par les Margonautes. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez découvrir pour cette émission spéciale tarologie Margot Velasquez qui nous fait le plaisir de nous faire un petit historique, une petite introduction à la tarologie, qui nous explique les grands traits, parce que Margot justement propose des cours de tarologie. Donc vous trouverez le lien sous cette vidéo pour accéder donc à sa formation. Et nous allons donc accueillir Margot Velasquez, à laquelle je vais poser quelques questions. C'est parti. Bonjour Delphine et bonjour à tous les internautes. Delphine, vous vouliez faire une émission à laquelle vous m'avez gentiment invitée sur la tarologie. Alors, j'attends donc les questions que vous allez me poser. Je crois que vous en avez 4, je crois. Donc voilà. À quelle période est née la tarologie? Alors, la période de la tarologie, de naissance de la tarologie, les premiers jeux de cartes apparentés au tarot remontent au XIVe siècle, puisqu'on a une facture d'un maître cartier qui avait été adressé au roi Charles VI. Donc c'était au XIVe siècle, en l'an 1300 et des poussières. Et donc la fabrication de jeux de cartes, donc c'était des jeux de cartes avec 4 couleurs déjà. C'était donc ça remonte au Moyen Âge. Et c'était fait par les maîtres quartiers enlumineurs. C'était une corporation, les quartiers enlumineurs, et c'était les maîtres qui faisaient ce travail. Voilà. Donc, vous savez que dans les anciennes corporations, il y avait les apprentis, les compagnons et les maîtres. Donc, ces gens faisaient le même métier toute leur vie. Et donc, ils faisaient des jeux de cartes qui étaient un peu comme nos tarots à jouer. Mais en vérité, le tarot, donc, il a une ambiguïté parce qu'il peut aussi bien servir de jeu de cartes classique, comme notre tarot, le tarot auquel on joue, que il peut aussi servir de divination. Donc, c'était ce qu'on appelait les Égyptiens, les gitans, enfin les Égyptiens, c'était en fait euh, les, les tziganes, gitans et autres peuplades qui venaient d'Égypte et qui étaient remontés en Espagne et arrivés en France. On les trouvait en France, en Allemagne, en Bohême, d'où le nom bohémien. Et eux, ils utilisaient le tarot divinatoire. Donc ça devait être à peu près le même tarot, mais ils lisaient la Bonne Aventure avec. Donc déjà au Moyen-Âge, vous voyez, alors évidemment ça c'était mal vu par l'Église, bien entendu, tout ce qui était divination était mal vu. Donc on sait que le jeu de cartes et la divination, ça remonte au Moyen-Âge, mais on pense que la divination par les cartes est certainement beaucoup plus ancienne, puisque en fait le mot, donc l'étymologie de tarot, c'est Thoth, ça serait tarot, TH, donc ça veut dire le jeu de Thoth. Alors qui est Thoth? Thoth, c'est un initié, c'est un dieu égyptien, mais en fait on sait que c'était un initié qui est devenu un dieu, qu'on a déifié, et cet homme-là, comme Prométhée, a apporté le savoir aux hommes. Donc on pense que Thoth, c'est le Prométhée, Thoth, c'est le Prométhée égyptien. Alors il faut savoir, bon, Thoth et Prométhée, ce sont des initiés qui ont choisi de divulguer toute la connaissance aux humains. Et Prométhée, lui, il a désobéi aux dieux, il a désobéi à Jupiter, enfin à Zeus, c'est Zeus qu'on l'appelait. Et Thoth, c'est pas vraiment qu'il a désobéi, mais enfin c'est ce qu'il a fait, il aurait pu le garder pour lui, ça lui a été reproché. Donc le tarot divinatoire remonterait ainsi à la plus haute antiquité, d'après la légende, donc puisque ce serait Thoth lui-même qui l'aurait dessiné ou plus vraisemblablement transmis, parce que personnellement je pense que le jeu de cartes divinatoire
est certainement très 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 ancien, et il remonte certainement aux premiers âges de l'humanité, je le pense, hein. Après, nous n'avons pas de traces, nous ne pouvons qu'avoir que des suppositions. Comment se compose un jeu de cartes de tarot de Marseille? Alors, un jeu de cartes de tarot de Marseille, il est composé de 22 arcanes majeurs. Donc là, bon, je les ai mis, elles sont dans le désordre, hein. Attendez, je vais quand même les mettre droites pour que nous puissions... Attendez, elles sont, ah ben, elles sont toutes mises à l'envers, c'est pas grave. Voilà. Voilà, il y a 22 arcanes. Donc, on peut les voir, le chariot, la justice, l'impératrice, l'empereur, l'amoureux, oups, la roue de fortune, la force, la papesse, le pape, le mat, le monde, la lune. Celui-là n'a pas de nom, donc on l'appelle l'arcane sans nom. Le battleur, la tempérance, l'étoile, le jugement, le diable, le soleil, la maison Dieu et le pendu. Voilà, ça ce sont les 22 arcanes majeurs. Et ces arcanes, en fait, sont les plus utilisés en divination parce qu'ils sont extrêmement riches en symboles. Nous avons ensuite 56 arcanes mineurs. Vous voyez, donc là, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, en fait, ce sont comme nos cartes. Vous voyez, là, nous avons le 2 de bâton, le valet de bâton. Là, nous avons le 2 de denier. Ça, c'est le 6 de bâton. Donc, il y a les 4 couleurs, hein, bâton, coupe. Coupe, c'est cœur. Coupe, denier, donc encore un valet. Le 3, vous voyez, ça va de l'as au roi en passant par le cavalier. Voilà, ça, c'est le valet d'épée, donc qui correspond à notre valet de pique. Là, nous avons le 7 de bâton. Alors, voilà le cavalier. Ce cavalier qu'on retrouve dans les tarots. Le tarot à jouer, il y a aussi les cavaliers et les 21 atouts. Hein. Donc, nos arcanes majeurs sont devenus les atouts en tarot. Et, et donc, en tarot divinatoire, nous avons le cavalier. Voilà, regardez comme les cartes sont belles. Hein, le 10 de bâton, le 10 de denier. Ah bah tiens, il y a l'ermite qui s'était glissé. Ça, faut toujours faire attention quand on utilise les cartes, à ce que les arcanes majeures ne viennent pas se mêler dans les arcanes mineures, parce que dans ces cas-là, vous voyez, il nous manquerait quelque chose et le tirage serait incomplet. Bon, ça, voilà. Donc le 5 de coupe, le 9 d'épée, donc bâton, épée, denier, on les a tous vus. Regardez l'as de coupe, s'il est beau, il est magnifique, hein. Ce sont des... Pardon, j'ai un petit peu de mal des fois à les tenir, tellement il y en a. Et puis elles sont assez grandes, hein, vous voyez, le roi, le 2, le roi il est beau aussi. Le 4, le valet de bâton. Et c'est des cartes qui sont assez surprenantes, hein, saisissantes. Hein. On peut vraiment faire comment dire, tout un travail avec les formes, les couleurs. Il y a un côté... comment dire, psychologique aussi, hein, de travailler comme ça, un peu test de Rorschach. Vous savez, ces tests, on vous montre une tache d'encre, on vous dit qu'est-ce que vous voyez comme dessin dedans, vous voyez, et ça fait remonter toute la symbolique de l'inconscient. Alors, voilà, donc, alors, bien sûr, alors comme on a dit, hein, donc là, il y a 56 arcanes mineures, et là, donc 56 arcanes mineures, 22 arcanes majeures, ce qui nous fait au total 78. Donc, les différences entre les majeurs et les mineurs, eh bien, c'est que les arcanes mineures sont plus adaptées à la vie de tous les jours. Hein, elles sont beaucoup plus précises et fouillées. Elles parlent aussi, elles sont plus limitées dans le temps. Elles vont tendance à vous parler de l'instant présent. Regardez l'as d'épée, hein, très belle. Elles vont vous parler de l'instant présent, de peut-être aller sur 24-48 heures. Alors que les arcanes majeures sont quand même beaucoup plus étalées dans le temps. Bon, la symbolique est beaucoup plus riche. Et quand on fait un tirage, ça peut s'étaler jusque sur une année.
Mais je vous dis ça, c'est vraiment à la louche, hein, parce que l'échelle de temps est très subjective et chaque tarologue vous dira, d'après son expérience, il y en a un qui va vous dire, bah oui, ça va s'étaler sur 5 ans, un autre qui va dire, ça va s'étaler sur 6 mois. Mais en fait, pour moi, je dirais que le délai classique maximum, je dirais, ça va de quelques mois à une année, mais des fois, ça peut arriver très rapidement, hein, ça dépend s'il y a beaucoup de figures, vous voyez. Quand plus il y a de figures, plus le jeu il est enraciné dans le concret, plus il y a des cartes un peu, je dirais, éthérées, vous voyez, des cartes comme, pas, comment dire, le monde, vous voyez, des cartes qui ont pas trop d'attache avec la matière, et plus ça va être indéfini, indéterminé dans le temps. Combien de temps faut-il pour étudier le tarot de Marseille? Alors, pour étudier le tarot de Marseille, tout tout dépend de votre motivation et de votre enthousiasme. Mais pour commencer à le maîtriser, moi je dirais qu'il faut compter quelques mois. Avant de maîtriser les bases, vaut mieux commencer, hein, par les arcanes majeures, hein, honnêtement, moi je le conseille, c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, Quelques mois, ça commence, au bout de quelques mois, au bout de 5 6 mois à peu près, on commence à maîtriser les tirages les plus simples, et des tirages à une, deux ou trois cartes, euh, même quatre cartes. Ça va, au bout de 5 6 mois, hein, ça sort. Et surtout si on est doué déjà, hein, qu'on a de l'intuition, qu'on a comment dire, puis faut surtout aimer ça, c'est comme le violon, c'est comme tout, hein, je veux dire, faut s'entraîner tous les jours, et puis faut vraiment trouver du plaisir à le faire. Plus on a de plaisir à le faire, et plus on le fait avec joie, avec enthousiasme, et c'est ça qui fait que l'on progresse en tarot. C'est vraiment, plus on tire le tarot, et plus on devient précis, et plus on devient fort, hein, c'est exactement comme, moi je dis, c'est les touches d'un piano, hein, ça, vous pouvez considérer que c'est des touches de piano. Donc là, vous avez des accords. Là, vous avez... Vous voyez, c'est aussi une métaphore. Moi, je la trouve très parlante. Et voilà. Donc la différence entre les mineurs et les majeurs. Les mineurs, plus superficiels, entre guillemets, plus enracinés dans la matière, bien entendu, et surtout beaucoup plus courtes, hein, à peu près, je dirais, 48 heures. Voilà, c'est plutôt vraiment le futur très proche. Et ça, c'est un futur qui est plus lointain, et il y a une vision plus globale, plus générale de la situation. Voilà. Faut-il une capacité particulière pour une meilleure lecture? Alors, est-ce qu'il faut une capacité particulière? Évidemment, si vous avez un don de médiumnité qui est latent, vous allez arriver très vite, très très vite à lire le tarot, avec une facilité un peu comme si vous avez certains enfants prodiges qui se mettent au piano, ils ont 3 ans, 4 ans, puis hop, ils vous sortent des mélodies absolument incroyables qui sont au-dessus de leur âge, parce que ils ont un don, c'est évident. Donc après, ça c'est un peu les cas, je dirais, il y a un bon, je dirais, allez, une bonne moitié des gens, hein, qui ont déjà des dons de voyance qui sont latents. Ah oui, une bonne moitié, hein, quand on se met au tarot. Après, les gens qui ne sont pas des voyants ou des médiums purs peuvent devenir des tarologues, c'est-à-dire que un tarologue, c'est quelqu'un qui ne va pas faire de voyance sur une carte, mais par contre qui va lire, qui va très bien maîtriser les symboles et arriver à des tirages qui sont très précis et très justes avec le tarot. Hein, donc, capacité particulière, qu'est-ce qu'il faut? Faut aimer le Moyen Âge, faut aimer ce qui est ancien, hein, faut avoir, je dirais, un bon Saturne, hein, comme on dit, c'est-à-dire faut aimer le vieux, faut aimer parce que bon voilà, vous voyez, on voit que c'est enraciné dans le temps quand même, vous voyez, il y a la Maison Dieu, c'est référence à la tour de Babel, hein. Donc, faut aimer la symbolique, faut s'intéresser à l'histoire, hein, faut s'intéresser aussi à la religion, hein, parce que bon, il y a beaucoup d'iconographie chrétienne dans le tarot de Marseille, hein. Il faut être, je dirais, un humaniste, historien.
Je dirais, on n'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessité d'être cultivé, d'avoir été à la fac, d'avoir lu je ne sais combien de bouquins. Simplement, il faut aimer le dessin, il faut être visuel, il faut aimer les images coloriées, il faut aimer ce qui est beau, hein, parce que moi je trouve que le tarot, il est beau, il a des très jolies couleurs. Faut aimer ça, et à partir de là, ça va nous parler, ça va nous évoquer quelque chose, des situations, hein. Donc, je crois finalement que l'aptitude au tarot, eh ben, c'est de l'aimer tout simplement et d'avoir envie de s'amuser avec, parce qu'il nous parle. Pouvez-vous nous décrire une de ces cartes et nous donner ses différentes interprétations? Volontiers. Alors, je vais prendre, pour vous décrire une de ces cartes, alors attendez, je vais enlever les arcanes mineures parce que je pense qu'il vaut mieux aller avec les majeurs. Prenons, tiens, la première qui se présente, l'ermite. Je vais vous la décrire. L'ermite, c'est un vieillard qui tient une lanterne d'une main et un bâton de l'autre. Il a un manteau à capuchon, voyez, et il semble assez inquiet. Regardez là les stries, là, les rides sur le front. C'est un homme d'expérience, c'est un homme âgé, c'est un homme prudent. Il cherche évidemment puisqu'il a une lanterne. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur... alors, c'est intéressant de regarder les analogies historiques, hein, quand on s'intéresse à l'histoire ou à la symbolique. Il représente Diogène. Diogène, c'était un homme qui vivait au temps des Grecs. C'était un sage, hein, un sage, mais aussi un provocateur. Il se promenait avec une lanterne allumée en plein jour, en plein midi, et il disait « Je cherche un homme ». Alors les gens disaient « Un homme, qu'est-ce que tu nous racontes là ?» En fait, il disait « Je cherche un homme qui a la tête sur les épaules, qui se comporte normalement, c'est-à-dire un être humain véritable. » Donc c'est vrai que ça montre quoi? Ça montre l'homme qui sait ce qu'il veut, qui fait sa recherche contre vents et marées, et évidemment qui finit par trouver. Donc il y a vraiment une idée de sagesse que l'on a. On n'a pas besoin d'aller chercher chez les autres, hein, et il cherche son chemin. Lui, les autres, ce que peuvent lui dire, il s'en fiche un peu. Par contre, il va vraiment de l'avant. Vous voyez, comme le regard est fixé, hein, sur l'avant. Alors c'est aussi l'historien, c'est aussi le généalogiste, c'est le savant, le chercheur, parce qu'il regarde aussi vers le passé. Vous voyez, c'est vers notre gauche. La gauche représente le passé, donc il va chercher les origines, la tradition. C'est pour ça qu'on dit que c'est un scientifique ou c'est un chercheur. Ça représente souvent un médecin. Hein, il est en rapport avec la médecine, la guérison. Et puis c'est aussi quelqu'un qui prend soin. Il est fondamentalement bienveillant, hein, c'est un grand humaniste. Hein, parce que bon, il s'intéresse beaucoup à l'homme, puisque Diogène, lui, disait en provocation, je cherche un homme qui soit vraiment un homme véritable, qui soit ni voleur, ni menteur, ni feignant, ni qui soit pas calomniateur. Vous voyez, c'est ça que ça voulait dire, hein. Un homme qui soit bon, qui soit généreux, qui ait le sens de la solidarité, etc. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est le chercheur de vérité. Voilà donc voilà les interprétations que je peux faire avec l'ermite. Un tirage? Un tirage, vous m'avez demandé un tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, je ne savais pas ce que je vais faire, Delphine. Je vais voir votre avenir, l'avenir, le succès de votre chaîne et du travail que vous faites. Voilà, donc on va faire pour vous, Delphine. Je vais bien les mélanger pour pas qu'elles soient toutes collées les unes aux autres. Enfin, vous voyez, si on les mélange pas bien, elles risquent de ressortir après. Chacun a sa façon de battre les cartes, hein. Il y en a qui vont les battre tac, 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 comme ça. Il y en a qui vont les couper, vous voyez, comme on fait au jeu de cartes. Un tarot, il faut le traiter avec ménagement parce que c'est quand même fragile, hein. Les cartes peuvent vite se tacher. Donc, il faut faire attention à pas aussi boire
du thé, du café, enfin bon, ce genre de choses, vous voyez, pour pas tâcher le dessus des cartes, il faut faire attention quand on utilise le tarot. Alors, donc, on va regarder pour vous, Delphine, votre avenir. L'avenir, le succès de vos émissions. Alors évidemment, hein, attention, le tarot, il dit ce qu'il a envie de dire. Hein, donc des fois, on a des trucs... moi, je ne fais qu'interpréter. On ne sait jamais ce qui va sortir. Alors, là, par contre, je vais les tirer droite, hein, contrairement à ce que je fais dans mes tirages, parce que là, on est sur vraiment l'idée de... on fait pour une personne, on fait pour son avenir. Donc, la Lune, vous faites un travail important sur tout ce qui est inconscient. Hein. Vous avez une fluidité, une réception artistique, je dirais quasi médiumnique, qui est très importante. Votre inconscient travaille beaucoup. Vous êtes une personne bienveillante, sincère. Vous avez beaucoup de douceur et de gentillesse chez vous. Hein, il y a un côté très protecteur. On sent que vous avez envie de mettre toute la richesse de votre inspiration, de le révéler au monde. Mais bon, on va voir déjà, la Lune, elle garde pour soi, c'est une sorte de gestation. Alors, Maison Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Rassurez-vous, ce n'est pas la catastrophe. Au contraire, vous voyez, vous intervenez dans un monde qui va très mal. Le monde est en train de s'écrouler, mais notez que si la tête, comment dire, la couronne qui est trop petite est enfin relâchée, il y a plein de petites billes d'énergie qui sont libérées également. Donc, vous êtes capable d'intervenir dans ce monde qui est en train de s'écrouler, dans ce monde instable. Vous êtes capable d'intervenir avec sagesse et d'apporter justement toute votre bonté, voyez, toute votre intuition, votre humanité, votre compassion. Ermite. Donc l'ermite, il y a toute une réflexion sur le devenir social de notre civilisation et la nécessité vraiment de se détourner du monde de l'ego, du monde des guerres, du monde que l'on a connu, hein, le monde 2.0, pour passer au monde 3.0. C'est-à-dire que vous êtes un des agents, donc par l'intermédiaire de votre chaîne et de vos émissions, vous êtes un des agents de ce que j'appellerais le nouveau paradigme. Hein. L'humanité doit changer et elle est très secouée en ce moment, ce qui évidemment va l'amener à changer nécessairement par la force des choses. Avec le mat, eh bien, vous avez votre bâton de pèlerin, vous avez votre petit baluchon, ça représente votre savoir. Vous avez le chien là qui aboie. Bon, vous avez vos problèmes, vos propres problèmes qu'il faut gérer, solutionner. Bon, je rentre pas dans votre vie personnelle, mais je devine que vous avez beaucoup de choses aussi qui vous ralentissent et qui vous freinent. Néanmoins, il y a en vous quelque chose qui rappelle l'initié. Je veux dire, vous êtes selon toute vraisemblance une personne qui a reçu plusieurs initiations dans cette vie et certainement dans des vies antérieures. Donc, qui dit ne détournons-nous du monde matérialiste basé sur la compétition, sur l'ego, sur la souffrance, et il y a trop de gens qui tombent le nez par terre, détournons-nous de ça, cultivons les valeurs de bienveillance, de maternité, hein, puisque la Lune, c'est la mère, hein, donc il y a quelque chose qui ressemble à la mère divine, qui fait si cruellement défaut à notre société actuelle, beaucoup trop yang, vous voyez, beaucoup trop dans les valeurs de conquête, de pouvoir. Mais vous revenez vers ce monde pour apporter vos lumières après avoir puisé dans votre inconscient fécond et votre sincère gentillesse, tout ce que vous avez à apporter, vous l'apportez, malgré les critiques, malgré les problèmes que vous avez par ailleurs sur la sphère privée, que j'imagine qui sont là, ça ne vous empêche pas d'avancer et de proposer votre aide à qui? À ceux qui sont tombés par terre pour qu'ils se redressent et qu'ils reviennent à l'ermite. Voilà ma chère Delphine, donc vous voyez, je vous ai fait un petit tirage personnel.
qui j'espère correspond, hein, à votre situation. Je pense, que je me suis pas trompée, espérons-le. Eh bien écoutez, merci beaucoup à vous, aux internautes pour m'avoir écoutée et puis, eh bien écoutez, je vous donne la parole, chère Delphine, pour conclure. Au revoir et à très bientôt. Waouh, j'ai envie de dire waouh, merci beaucoup à Margot pour ce tirage. Je ne m'y attendais pas, franchement. Alors, entre nous, ça me parle bien. Merci à elle pour ce tirage. Merci à elle pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous aura plu. Nous verrons si nous ferons une émission à nouveau ensemble. En tout cas, nous adorons toutes les deux, je pense, travailler ensemble. Ça me plaît vraiment et je pense qu'à Margot aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt.